Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. C'est lorsque le climat politique devient irrespirable, nauséabond, quand on découvre que le microcosme est un tout à l'égout, un monde interlope et vaseux, où se déversent et s'amalgament nos plus sordides travers, où affluent tous ces individus qui nous gouvernent, que nous regrettons le temps passé, même s'il était loin d'être aussi idéal que nous le percevons aujourd'hui. Oui, c'est bien le cas, pourtant, puisque nous en arrivons à sublimer des années de despotisme, parce que comparé à aujourd'hui, ces années nous semblent tellement belles, parce que tout n'avait pas encore été rasé, parce qu'il subsistait encore en nous et autour de nous un peu de notre âme, un peu de ce qui nous était resté des temps bénis de la sobriété, de la morale. Qu'ils étaient délicieux les jours d'antan. Nous ne savions pas que nous vivions des moments de rosée, que nous respirions des effluves qu'emporterait le vent et que nous ne retrouverons plus jamais, que nos roses allaient se faner et les bruits de bottes étouffer les douces mélodies, que les rires clairs allaient être couverts par les harangues belliqueuses, les sourires se crisper, les étoiles s'éteindre. Nous ne savions pas que les noires moissons allaient vider notre vie de ceux qui nous étaient chers et notre monde se dépeupler. Nous ne savions pas que notre situation pouvait ainsi se pervertir, que la flagornerie s'étalerait avec un tel sans-gêne, que le régionalisme remonterait aussi puissamment à la surface de nos haines, que les plus vils parmi nous sortiraient de leurs trous en aussi grand nombre, comme autant de rats en temps de bombance. Nous n'avons pas vu notre pays changer, s'altérer, devenir ce qu'il est devenu. Ce qui se commet de veule et d'impudique, là, sous nos yeux, ces abjections qui se répandent en images et en tonitruantes éructations, sous le nom usurpé de chroniques, commises par des courtisanes qui se donnent le nom d'éditorialistes et d'entremetteuses qui s'improvisent donneuses de leçons. Ces turpitudes qui flottent comme autant d'étendards sur le croissant du minaret, ces vaines rodomontades identitaires déclamées comme autant de chiasses, excusez-moi, cette haine qui suinte, ces déclarations de foi patriotardes qui prennent les chouhadas à témoin, ces bêlements et ces aboiements qui font chorus à des harangues nasillardes de tribuns gavés de pestilence. Ces étalages impudiques de candidats au présidentiel soigneusement choisis, soigneusement sélectionnés parmi les débiles mentaux, les édentés et les amuseurs publics. Ces hurluberlus qui s'improvisent leaders politiques, ces journalistes qui n'ont aucune maîtrise de la langue dont ils usent, ces économistes qui ne savent même pas ce que leur expertise usurpée veut dire, ce bouillon de culture des lécheurs de vaisselle qui se disent de la famille révolutionnaire, et toute cette hallucinante jungle en délire sont significatifs de la débâcle générale d'une société à qui on a tout désappris de vertueux et de saines attitudes. Nous ne sommes plus ce que nous fûmes le temps d'une révolution emblématique, ce peuple né d'un ralliement à une noble cause, à une identification au sens même de la liberté, de la dignité, de l'honneur. Nous ne sommes plus que des usufruitiers qui se bousculent, qui se marchent dessus, qui ne reculent plus devant aucune indignité dans un système qui se sustente d'une ressource fossile qu'il va bientôt épuiser et qu'il distribue comme on le fait d'un butin de pillards où
où le privilège et les parts sont érigés en règle de flibuste et où les restes sont jetés aux mendiants qui s'entretuent pour le peu qui leur est laissé. L'Algérie en est là, vautrée dans sa prospérité illusoire, et il ne sert à rien de se cabrer devant cet amer constat, de jeter de grands cris d'indignation. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait tomber la fièvre. Je sais aujourd'hui que le pays que nous avons tant aimé, qu'il ne sera plus, que le bonheur que nous avons eu la chance de tutoyer était éphémère, que nous ne le retrouverons plus jamais parce que nous l'avons abandonné à tous les fauves qui l'ont pris à la gorge. Aujourd'hui. Liberté. Conseil de la Nation, Ben Salah reconduit sans surprise. Par la rédaction. TSA. Bouteflika à propos de Medelsi. Je ne saurais me consoler de la perte d'un frère et d'un ami. Par Riyad Hamadi. El Watan. Ils sont à la tête d'institutions sensibles. Ces malades qui s'accrochent au pouvoir. Par Salima Tlemceni. Algérie, le régime en fin de vie biologique. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai avec moi Ali Benouari, Ali Benouari, ex-ministre, président de Nida Al-Watan, membre fondateur de Mouatana. Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP, membre fondatrice de Mouatana. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Ali Benouari, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ali Benouari, voilà, donc le sujet d'aujourd'hui tourne autour de ces barons du régime dont beaucoup ont déjà disparu, morts de vieillesse, généralement morts dans des hôpitaux étrangers. D'autres sont très très malades, comme le président de la République lui-même, dont on nous dit qu'il ne sait même plus son nom, et qu'on s'apprête à présenter un 5e mandat après 20 ans de présence à la tête de l'État, l'État entre guillemets bien sûr. Puis nous avons M. Mourad Medelsi qui vient de décéder, ex-président du Conseil constitutionnel qui avait été placé sciemment à ce poste pour bloquer la procédure d'empêchement. Puis nous avons M. Ben Salah, président du Sénat depuis... il est à son 7e mandat. Il est là depuis 2002 et on le fait rempiler un 7e mandat à la tête du Sénat et lui-même très malade, nous dit-on. Qu'est-ce qui se passe, Ali Benouari? Pourquoi cette collection de gens malades, morts ou quasi morts ou sur le point de mourir? L'absurde, un régime absurde et une fin absurde, tragique, mais aussi absurde que le pouvoir et que le régime lui-même. Bien sûr, tout le monde disait que la biologie finirait par les rattraper. Ben voilà, elle est là. Il se fait même très bien qu'en l'espace de 6 mois, on ait les 3 principaux personnages de l'État qui est disparu. Je ne les plaindrai pas personnellement. Beaucoup d'Algériens, des millions d'Algériens, ont souhaité leur mort, leur disparition. Mais tant que ces gens-là sont en poste, on ne peut pas leur souhaiter de rester vivants, parce que c'est tout un peuple qu'ils sont en train d'assassiner. C'est un pays qu'ils sont en train d'assassiner. Quand je dis assassiner, c'est non seulement au sens propre, c'est-à-dire tous ceux qui affrontent la mer pour s'échapper, à rejoindre l'autre rive, ceux qui s'immolent par le feu, qui se suicident, et tous ceux qui meurent faute de pouvoir se soigner, et aussi une mort, je dirais, économique, je veux dire, ou morale, parce que le pays, il n'est pas sûr que le pays survive longtemps. Année d'outrage. Ces gens, cette équipe, ont privé le pays de la quasi-totalité de toutes ses ressources. Vous vous rendez compte que des pays comme la Tunisie et le Maroc ont mis 60 ans pour exporter 20-25 milliards $. 60 ans. Alors imaginez combien d'années il nous faudra
pour récupérer les 1000 milliards de dollars qui sont partis en fumée. Vous pouvez compter, vous pouvez vous amuser à compter. Non, ils ont assassiné l'avenir du pays. Et la mort les rattrape, je dirais tant mieux. Espérons qu'elle continue à faire son œuvre. Vous avez vu les images de l'enterrement des funérailles de M. Meddelsi? Non, j'ai refusé de les voir. Vous auriez dû, parce que vous auriez vu quelque chose de nouveau. D'habitude, on nous montre Saïd Bouteflika en vedette, le frère du président. Maintenant, c'est surtout Nasser Bouteflika qu'on nous montre, que tout le monde s'empresse d'aller lui faire la bousboussade habituelle. Il y en a même quelqu'un qu'on a montré qui lui avait un baise-main. Il lui a embrassé la main comme on le ferait pour tout monarque digne de ce nom. Mais est-ce que ça ne vous a pas étonné que Nasser Bouteflika apparaisse ainsi, de cette façon? J'ai vu cette image, puisqu'elle fait le tour de Facebook. Elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle fait le buzz. C'est choquant, c'est humiliant, c'est incroyable. Ça me rappelle l'époque de la guerre d'Algérie que moi j'ai vécue, où j'ai vu la même scène où des Algériens allaient embrasser la main du Gaïd, et où le Gaïd rejetait ces gens-là dans la même posture que celle... Nous allons la regarder, Ali Benouari, cette image. Regardez avec nous. Dassoul, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Alors, Zoubida Assoul, d'abord, vous, en tant qu'avocat, juriste, Monsieur Mourad Meddelsi, président du Conseil constitutionnel, vient donc de disparaître. Comment ça va se passer? Est-ce que le président va vite nommer quelqu'un d'autre, surtout qu'on en a besoin maintenant, à la veille des présidentielles? Oui, si en principe, quand vous avez une vacance du président du Conseil constitutionnel, comme c'est le président qui nomme le président du Conseil constitutionnel et le vice-président, donc il est obligé de le faire rapidement. D'abord parce que le Conseil constitutionnel, comme vous le savez, il travaille une fois tous les 5 ans. Donc au moins, pendant les présidentielles, il doit travailler pour vérifier la validité des dossiers et des candidatures à la candidature de la présidentielle. Donc oui, je pense qu'il va le faire, mais il va certainement choisir quelqu'un de sa confiance, de son équipe, des gens qui il a confiance depuis 20 ans. Pour continuer l'œuvre de M. Meddelsi, qui a donc empêché la procédure d'empêchement de se faire comme cela aurait dû se faire. Bien sûr, vous savez, si jamais les institutions chez nous ne fonctionnent pas normalement. Toutes les institutions maintenant fonctionnent au téléphone. Parce que si on appliquait la Constitution, depuis le temps que le président de la République est absent et qu'il n'exerce pas ses prérogatives constitutionnelles telles que indiquées et telles que connues partout à travers le monde, un président est là pour diriger un pays, pour le représenter à l'étranger et à l'échelle nationale, pour arbitrer sur les questions et les problématiques nationales. Ce n'est pas le cas depuis 5 ans. Depuis 2012, le peuple algérien n'a plus entendu son président. Donc, bien sûr, si le Conseil constitutionnel fonctionnait et qu'il appliquait les dispositions constitutionnelles, notamment celle de l'article 88 de l'époque et la 102 de maintenant, le président étant absent plus de 45 jours successifs de ses missions, normalement le Conseil constitutionnel se réunit obligatoirement pour constater la vacance. Ensuite, c'est le Parlement qui se réunit en chambre réunie avec ces 2 chambres et qui déclare la vacance, et on procède bien évidemment à des élections présidentielles par le biais du président du Sénat qui lui doit au maximum en 90 jours
organiser les élections présidentielles. Mais Assoul Zoubeda, constitutionnelle. oui, Oui. Zoubeda Assoul, il y a quelque chose que je vous demande de nous expliquer. Moi, je ne suis pas très sûr. On me dit que pour que le Conseil constitutionnel puisse convoquer cet article de l'empêchement et le présenter devant le Parlement, il faut que cela se fasse à l'unanimité. Qu'un seul membre du Conseil constitutionnel ne soit pas d'accord et ça ne peut pas passer. Oui, ça aussi, ça fait partie du verrou que le pouvoir met en place de manière à ne jamais permettre... Donc c'est bloqué de toutes les façons. Il suffirait que le régime ait un seul membre qui lui est acquis pour ne pas passer la procédure pour que ça bloque. Ben absolument. Alors une autre question. Au sujet du président du Conseil de la Nation, M. Ben Saleh, qui vient d'être rempilé, il vient de rempiler à un septième mandat. Vous voyez, il a battu le record, M. Bouteflika. Il est là depuis 2002, depuis le décès de Mohamed Chérif Msadia, alors que lui-même est très malade, nous dit-on, et qu'il est un peu dans le même état de santé que Meddelsi, que Bouteflika, que les autres. Vous savez, je vous corrige si jamais, M. Ben Saleh est là depuis bien avant. Il est là depuis le Conseil national de transition, dans lequel j'étais. Il était président depuis d'une chambre de parlement depuis 1994. Non, moi je parle du Conseil de la Nation, comme ils disent, le Sénat. Voilà. Oui. Le Conseil de la Nation, effectivement, il est là depuis le décès de Feu Sadia. Oui. Restez avec nous, Zoubeda Assoul, je reviens à vous dans un moment. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Et bonjour à tout le monde, aux invités, à tous ceux qui suivent les émissions de Magharibia. Merci Karim. Alors voilà, donc M. Meddelsi est mort. Il y a eu des funérailles. Vous les avez vues, Karim Tabou, les funérailles de M. Meddelsi? De loin. C'était des retrouvailles, c'était presque la fête, quoi. Les bousboussades, les accolades, tout le monde qui se pressait autour de Nasser Bouteflika. Alors justement, pourquoi tout cet intérêt pour Nasser Bouteflika? Jusqu'à maintenant, nous avions l'autre frère, Saïd Bouteflika, qui conseillait à la présidence. Mais là, c'est Nasser qui a vraiment comment dirais-je, les feux de la rampe. Hein. C'est lui qui est en avant et passe devant tout le monde, devant les ministres, devant les chefs de parti, devant les généraux. Pourquoi cet intérêt pour M. Nasser lors d'occasions comme celle de ses funérailles? D'abord, Meddelsi est décédé à Rahmo. Et puis, tous les commentaires qui ont été faits de Meddelsi, j'entends par notamment le discours officiel, ils disent que cet homme fut un homme qui est resté fidèle à l'Algérie. Oui, Rabbi Rahmo, vous savez. Mais il n'a pas été fidèle à l'Algérie. Il a été fidèle au Conseil constitutionnel. Il n'a pas été fidèle à la Constitution. Il a été fidèle à ceux qui l'avaient nommé. Il n'a pas été fidèle à l'Algérie. Il a été fidèle aux calculs politiques qui se sont déroulés sous couvert de ce Conseil constitutionnel et il s'est rendu complice, ne faisant pas un jugement, mais juste à titre de rappel pour la nécessité de prendre acte avec l'histoire. Son enterrement, comme l'enterrement de Reda Malek, si vous vous souvenez bien, est un moment d'expression d'allégeance. Vous savez très bien que le pays va connaître un événement politique important qui aurait pu constituer un événement de mobilisation générale de la société, de l'élite, des partis politiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un événement de cimetière. Tous les événements de ce pays sont devenus des événements de cimetière. Et que le cimetière est devenu le lieu par excellence où on peut j'allais dire, mentir même sur soi, mentir
sur ces relations qu'on peut avoir avec les gens, alors que c'est un lieu qui devait être un lieu de compassion, d'expression de la solidarité, j'allais dire le huzn, parce que c'est en tout cas un lieu où on enterre les gens. Et voilà, ce sont des lieux qui sont très marqués d'abord par une couverture médiatique assez spéciale, et ça renvoie à la nature opaque d'absence de transparence dans toute la gestion des affaires de l'État. Et au fait, il y a des journalistes de bonne foi, comme il y a des gens qui font de cela, j'allais dire un calcul, mais il y a des journalistes de bonne foi qui malheureusement ne trouvent d'espace de communication à rapporter à l'opinion publique que l'expression des cimetières. Donc ils sont là à l'affût de la moindre image. Et c'est devenu tellement un moyen de communication que les gens font des enterrements un programme, une allure, une posture pour essayer de marquer et de diffuser, d'émettre une image politique. Je pense que le frère au président, comme ce fut le cas d'ailleurs lors de l'enterrement de Reda Malik, souvenez-vous que dans l'opinion publique, on n'avait même pas prédit le départ de Tebboune lors de l'enterrement de Reda Malik. Oui. Parce que l'image était tellement parlante, était tellement frappante que beaucoup de gens avaient conclu que cette image de complicité entre Haddad et Sidi Saïd et Saïd Bouteflika, d'un côté, et de l'autre côté, il y avait Tebboune, des gens avaient fait une lecture que Tebboune allait être éjecté. Et c'était le cas d'ailleurs, quelques jours après, Tebboune fut éjecté. Donc le cimetière est devenu le lieu où peut s'exercer l'allégeance, où il peut s'exercer la communication politique. Et je pense qu'effectivement, il y a des projecteurs qui sont braqués d'une manière, j'allais dire, excessive sur la personne du frère à Bouteflika, l'autre frère, pas celui qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que cela voudrait dire quelque chose ou est-ce que c'est juste de l'excès de zèle de certains journalistes? C'est un mélange entre l'allégeance, c'est-à-dire les besoins de toute cette sécrétion d'un système basé sur la corruption et puis sur l'obligation permanente que ressentent les gens de montrer leur allégeance. Vous savez, cette logique de mise dans une situation de précarité. Les ministres ne sont pas sûrs d'y rester, les Wali ne sont pas sûrs, les généraux ne sont pas sûrs, les politiques ne sont pas sûrs. Personne n'est sûr parce que l'assurance en fait, dans un état de droit, il est garanti par la loi, il est garanti par des contrats, il est garanti par les résultats qu'on peut réaliser en étant ministre, en étant directeur, etc. Mais dans un système rentier comme le nôtre, basé sur la corruption, basé sur la puissance des réseaux, les gens sentent, j'allais dire, en eux-mêmes, ils ont même intériorisé cette attitude, ce comportement. Et chaque occasion n'est pour eux qu'une occasion pour montrer leur allégeance. Et ils le font d'une manière excessive, allant jusqu'à dépasser العرف العادات تاعنا كي تشوف واحد يسلم على يد نصر tu te dis non, ça c'est pas de chez nous, on ne peut pas penser que les Algériens puissent descendre aussi bas, يرقعوا لهذه الدرجة. Malheureusement, il y a une partie de ce système avec tout ce qu'il a sécrété comme personne, comme structure, mais également comme attitude, qui se soumettent à la tyrannie, mais ils se soumettent également à la bêtise. Je les appelle les dociles volontaires, et ce sont ceux qui se soumettent doublement à la tyrannie, à la peur, mais également ils se soumettent à la bêtise parce qu'ils considèrent que c'est comme ça qu'ils peuvent se mettre en avant et puis s'assurer le maintien. Et donc, restez avec nous, vraiment... Karim, je reviens à vous dans un moment. Ali Benouri, d'abord, avant de vous poser une question au sujet du FLN et du 5e mandat, vous ne trouvez pas que c'est vraiment indigne, que c'est révoltant, que c'est choquant
ces images de ces responsables, de ces ministres, de ces généraux, de ces présidents de partis qui se bousculent pour faire la bousboussade à Nasser Bouteflika, il y en a même un qu'on a vu qui a tendu la main, le Bédoui qui l'a ignoré, lui a même pas tendu la main. Vous ne pensez pas que c'est honteux, que ces gens-là ne peuvent même pas se regarder dans un miroir, regarder leurs gosses droit dans les yeux? C'est quoi cette indignité? C'est quoi ça? C'est humiliant, etc. Ce que Khalil Tabou, je n'ai rien à rajouter à ce qu'il a dit parce qu'effectivement, c'est devenu un lieu d'expression politique, d'allégeance politique. Chaque fois qu'il y a l'enterrement d'un historique, d'un dirigeant historique ou d'une personnalité politique comme celle de Medelsi, on a une espèce de... comme la fête du trône au Maroc, sauf qu'au Maroc, c'est tous les 20 août où le peuple vient prêter allégeance, ils ont du marzen, les tribus. Et bien chez nous, à chaque enterrement, on assiste au même cirque, c'est-à-dire l'allégeance à qui mieux. Donc des gens qui n'ont pas l'occasion en temps ordinaire de... Mais au Maroc, Ali Benouari, moi personnellement, à la limite, je comprends. C'est un monarque, c'est une dynastie qui a 1000 ans derrière. Mais là, c'est Nasser Bouteflika, c'est rien du tout. C'est un petit fonctionnaire dans un ministère. Pourquoi tout ça? C'est cela qui est... Vous avez parfaitement raison. C'est ça qui est humiliant pour nous. Parce que le roi du Maroc, c'est quand même le roi. C'est une institution. L'allégeance au Maroc, c'est l'empire chérifien depuis les temps immémoriaux. Donc, il perpétue une tradition, le béa. Mais chez nous, c'est vraiment... c'est nous qui nous disons une république égalitaire héritée d'une révolution, socialisme de la mamelle, avec la voilà, pour en arriver là, baiser les mains, c'est quoi ça? Mais je voulais rajouter une chose, c'est que pourquoi le cimetière? Le cimetière parce que c'est là où on peut aller sans être invité. On ne peut pas vous interdire l'accès d'un cimetière. Donc, tous ceux qui veulent approcher, voir de près le pouvoir, l'approcher et mieux encore l'embrasser, ils se précipitent au cimetière pour exprimer ces actes d'allégeance. Et qu'ils soient filmés, que tous les Algériens les regardent, ça ne semble pas les gêner outre mesure. Et c'est ça qui est humiliant, parce qu'il renvoie une image absolument dégradante du peuple algérien. Alors, au sujet de ces grabataires, de ces moribonds, de ces gens qui attendent de pouvoir aller dans ces cimetières où ils vont jouer aux pique-assiettes et aux bousboussades, Bouteflika est, comme tout un chacun le sait, comme tout chacun l'a vu de ses propres yeux, n'est même pas en état de reconnaître sa famille, n'est même pas en état de dire son nom. Or, aujourd'hui, le FLN nous apprend, alors que Bouteflika n'a pas encore exprimé, ou du moins son frère ou ses frères n'ont pas encore exprimé la volonté de le faire rempiler, malgré lui, puisque lui ne sait rien. Alors le FLN nous apprend qu'il va entamer la collecte des 60 000 signatures, comme s'il en avait besoin, sachant qu'il suffirait que Saïd fasse ça pour que ça tombe. Et ils ont même créé une instance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez, Ali Benouari? Que voulez-vous que j'en pense? C'est le même cirque tous les 5 ans. Encore une image, encore un signal qui est absolument dégradant et humiliant pour nous. Il nous en fait croire, lors des élections précédentes, des élections entre guillemets, qu'en une semaine, il pouvait recueillir 4 millions de signatures. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui. Nous faire avaler ça. Ça veut dire que la machine a truqué. Ça veut dire qu'ils viennent, toutes les communes, toutes les APC sont instruites de tamponner, de faire des faux. Pendant une semaine, c'est le bal des signatures de manière outrageusement, comment dirais-je, complice. Et c'est cela qui est gênant dans tout ça. C'est pas cette allégeance, cette dégradation de notre personnalité, de notre crédibilité à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est le fait qu'elle soit partagée par des milliers, par des centaines de milliers d'Algériens. C'est cela qui nous gêne le plus. Sinon, ce serait simplement une dictature ordinaire comme il y en a ailleurs, ou comme il a pu y en avoir
Et est-ce que vous d'autres pensez temps, que cette opération trafic des signatures de soutien est annonciatrice de ce 5e mandat dont on ne sait pas très bien s'il va se mettre sur les rails ou non? Est-ce qu'il y aura un 5e mandat? Est-ce que ça annonce un 5e mandat? Vous voyez, quand il y a plus de 6 mois, nous avions lancé l'appel des 14, relayé ensuite, qui s'est traduit par la constitution de Mouatana. Les gens nous disaient, mais vous êtes fous, pourquoi vous focalisez sur un mandat, alors que 5e mandat, alors que tout le monde sait que, ou presque tout le monde savent qu'il n'y aura pas de 5e mandat. On nous a reproché d'imaginer simplement cette hypothèse. Eh bien, vous voyez, à moins de 3 mois des élections, nous parlons, tout le monde parle encore de l'hypothèse d'un 5e mandat, parce que nous avons un système absurde. Ils sont parfaitement capables de le faire réélire, entre guillemets, pour un 5e mandat, sans qu'il n'ait besoin de se présenter lui-même devant le Conseil constitutionnel pour déposer ses parrainages, etc. Comme ils ont été capables en 2014 de faire campagne pour lui sans qu'il ne se montre, sans qu'il ne parle au peuple. Jamais, je crois, hein, vous me direz si je me trompe, je crois que jamais un chef d'État n'a fait une campagne électorale par procuration. Ce qui se passe chez nous dépasse l'entendement, dépasse le ridicule et ne nous honore pas. Nous avons honte, nous avons collectivement honte. Et ça se sent d'ailleurs à travers ce que vous-même, la façon dont vous avez présenté cette émission, on sent bien la honte, la stupéfaction. Et c'est la même chose pour tous tous les autres gens qui sont invités à s'exprimer. Ils bafouillent devant tant de honte. On ne sait pas quoi dire. Restez avec nous. Ali Benouari, je reviens à vous. Zoubida Assoul, vous croyez qu'il va y avoir un 5e mandat, une telle injure au peuple algérien, une telle insulte, un tel mépris? Vous pensez que c'est possible que ça se produise? Si vous permettez, si jamais, avant de répondre à votre question, Oui. j'aimerais dire quelques mots à propos des images du cimetière. Oui, bien sûr. Vous savez, en Algérie, les traditions algériennes, le cimetière, on ne fait pas d'embrassade en général. C'est un lieu où on enterre quelqu'un, on est censé être triste, on est censé nous rappeler la mort. Et donc là, les images que tout le peuple algérien a vues, c'est vraiment... premièrement. Deuxièmement, vous avez parlé tout à l'heure des gens qui se précipitent pour rencontrer les frères du président. Et ça dénote quoi? Ça dénote que, comme on est dans l'économie informelle, on est aussi dans un pouvoir informel. Parce que les pays qui se respectent et qui ont des institutions qui fonctionnent normalement, les pouvoirs s'exercent à l'intérieur des institutions. Et donc, en l'absence de l'exercice de ce pouvoir à l'intérieur des institutions, maintenant c'est l'occasion des funérailles que les gens font la politique. Et d'ailleurs, c'est comme s'ils étaient dans une fête. Ils s'embrassaient, ils rigolaient, ils échangeaient. C'est vraiment indécent. Moi, j'étais choquée personnellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et Nasser Bouteflika, dans ce cirque, qu'est-ce qu'il faisait, Nasser Bouteflika, à être autant sollicité, embrassé par tout le monde, jusqu'à lui faire un baise-main? Écoutez, ce n'est pas la première fois. Si vous vous rappelez, c'est jamais la rencontre ou la réunion des Walis qui s'est passée il y a quelques semaines, je crois, le mois passé. Eh bien, on a vu le même scénario. Absolument, tapis rouge. Qui arrive. On l'a vu sur le tapis rouge, effectivement. Voilà, et tout le monde, toute la nomenclature qui est là, qui faisait la chaîne pour lui faire la bise. Est-ce que, d'après vous, il serait possible qu'il soit un plan B au 5e mandat? Si le 5e mandat ne marche pas, on pourrait mettre... Tout est possible. D'accord. Tout est possible. Et 5e mandat, Zoubida Assoul, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, si jamais, nous, on a, comme vous le savez, moi, en tant que présidente de l'UCP, c'est pas la première fois le 4e mandat, contre le 5e mandat.
Moi, je l'ai dit en décembre 2017. Aussi à Mouatana, quand on a écrit au chef de l'État pour dire qu'il n'était pas question qu'il y ait un 5e mandat pour les raisons objectives qu'on a énumérées dans notre lettre et qui sont d'ordre constitutionnel, d'ordre moral, mais aussi l'état de santé du président et encore le bilan de sa gestion de 20 années de gouvernance. On ne peut pas parler de gouvernance, pour son cas, c'était le pouvoir. Donc nous, bien sûr, on a toujours dit, et les gens nous reprochaient, comme l'a si bien dit Saïd Benouari, les gens nous reprochaient, nous disaient, pourquoi vous parlez uniquement du 5e mandat? Et les gens n'étaient pas sûrs. Non, non, le président, cette fois-ci, il est trop malade. Je ne pense pas qu'ils vont oser imposer aux Algériens un 5e mandat. Eh bien, aujourd'hui, on voit qu'on avait raison et qu'on avait bien vu les choses et qu'on continue à dire qu'un 5e mandat serait un désastre pour l'Algérie. Et pourtant, il y a des partis, il y a des courtisans, il y a des gens intéressés qui veulent garder leurs privilèges et leurs intérêts, qui courent et qui font même de l'excès de zèle pour imposer la voie de fait aux Algériens. Mais Zoubeda Assoul, comment cela est-il possible? Comment ont-ils réussi à faire rentrer dans la banalité, dans la routine, cette histoire de 5e mandat, sachant que ce monsieur n'a pas parlé aux Algériens, n'a pas prononcé une seule phrase depuis 6 ans, alors qu'on nous dit tout le temps, il a parlé à François Hollande, il a parlé à Macron, il a parlé à Valls, il a parlé à Merkel, il a parlé comme ci, cela, alors qu'on ne l'a pas entendu une seule phrase. Un monsieur dont on sait qu'il est très malade, visiblement, c'est pas latent, c'est patent, tout le monde l'a vu. Comment expliquer qu'un monsieur qui n'a pas fait sa campagne électorale du 4e mandat, quelqu'un qui a fait 20 ans de mandat présidentiel alors que toutes ces dernières années, c'était son frère qui régnait en son nom et lieu. Comment ont-ils le courage aujourd'hui, dans une telle crise, à un moment où une partie de l'armée, au sein même du haut commandement, ce n'est pas le DRS de Touver seulement, c'est au niveau du haut commandement, au cœur de l'armée, des officiers en exercice qui sont opposés à un 5e mandat et ils tentent malgré tout de le faire passer. Comment expliquez-vous ça? Vous savez, quand on reste au pouvoir, c'est jamais 20 ans. Et quand on a gaspillé plus de 1000 milliards de dollars du trésor public qui aurait pu l'Algérie comme un pays puissance régionale qui a pu développer le pays économiquement, sociétalement et sur tous les plans, même les institutions, la modernité, la modernisation de l'administration, la bonne gouvernance, et bien cet argent-là a été distribué à une minorité qui aujourd'hui essaye d'imposer encore un 5e mandat. C'est clair que c'est cette oligarchie que Bouteflika a construit autour de son pouvoir depuis 20 ans, et quand il a démoli totalement les institutions, quand il a écarté toutes les compétences et toutes les voix discordantes par rapport à son dessein à lui et sa manière de gérer le pays, et bien voilà le résultat aujourd'hui, nous l'avons. Restez avec nous, Zoubeda Assoul. Karim Tabou, avant que je vous pose une question sur cette attitude quasi suicidaire d'un régime qui veut aller vers un 5e mandat, quitte à faire exploser tout le pays. J'aimerais vous demander votre avis sur ces gens du régime qui décèdent l'un après l'autre, la plupart à l'étranger, dans des hôpitaux français pour la plupart. Nous avons vu leurs funérailles. Quand ils rentrent, ils ne sont qu'entre eux dans les funérailles. Et en plus, c'est même pas entre eux, c'est 80% de pique-assiettes, de lécheurs de vaisselle. Alors que les fils de l'Algérie, les enfants de l'Algérie, ceux qui sont aimés de leur peuple, comme cela fut le cas de M. Aït Ahmed Hussein, Rabbi Yarhamou. Vous avez vu comment il a été mis en terre, comment il a été porté par tout son peuple, comment toute l'Algérie a vibré à l'unisson pour ses funérailles. Karim Tabou.
Oui, chacun il est en cohérence avec son parcours. Aït Ahmed était en cohérence avec son parcours. Aït Ahmed n'a pas été enterré. Aït Ahmed il a repris le maquis. Même le fait qu'il a écrit son serment et qu'il avait exigé qu'il n'y ait pas de funérailles officielles et qu'il n'y ait pas de cérémonie officielle, on est en ligne d'un acte politique, un acte de rejet, un acte d'opposition. Et les autres également sont en cohérence avec leur parcours. Ils ont toujours été des gens qui ont fonctionné dans des logiques de violence, dans des logiques de rapine, dans des logiques de rente, dans des logiques de corruption. C'est vraiment deux cohérences. L'une est aux antipodes de l'autre. Bien sûr que les besoins des pays tout entiers dans le monde, aujourd'hui le monde cherche une double fraîcheur. Il cherche d'abord une fraîcheur physique, mais également il cherche une fraîcheur mentale. C'est pour cette raison que le monde aujourd'hui, le monde des technologies modernes, le monde du numérique, le monde de la transition écologique, le monde de la transition énergétique exige que les hommes d'État puissent adapter leurs instruments de navigation, leurs moyens de gestion, leurs connaissances aux défis du temps. Nous, on est avec des gens qui sont en dehors de l'histoire. Ils sont à contresens de l'histoire. Et même quand la mort vient prendre un des leurs, elle prend le plus jeune. Medelsi est plus jeune, Rabbi Rahmou, de tous ces gens qui occupent les postes les plus importants de l'État. Je pense qu'il a 77 ans ou 78 ans. Il est jeune. Il est jeune par rapport aux autres, par rapport à l'âge de celui qui fut l'ancien secrétaire général du FLN, le président du FLN, le président du Conseil constitutionnel et bien d'autres. Karim Tabou, oui, poursuivez, j'ai une question pour vous. Et ça, je pense qu'une des transitions qui a des difficultés à se mettre en place, au-delà de l'instrument institutionnel, de tout ce qu'on peut imaginer comme proposition politique, comme opérabilité de nos idées, etc., un des blocages, un des goulots qui empêchent les transitions de se dérouler naturellement, c'est cette transition générationnelle. Ces gens-là croient à la possibilité de défier les sciences politiques. Ils croient à la possibilité de défier la biologie, la nature. C'est pour cette raison, si Jamal, des fois, je ne sais pas, est-ce qu'il y a matière à rire, il y a matière à pleurer. Je pense que nous, toi Jamal, moi, Zoubida, Benouari et les autres, nous sommes en train de mesurer la politique avec des unités de mesure qui ne sont pas les leurs. Nous, on cherche des vertus là où il n'y a pas de vertus. Nous, on considère qu'il faut qu'ils respectent la Constitution et que le cimetière est un lieu de compassion. Mais tout ça n'existe pas chez eux. Chez eux, ils considèrent qu'ils ont pris le pouvoir, ils le maintiennent, advienne que pourra, peu importe. Oui, mais Karim, justement, à ce sujet, ces gens-là, est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils s'en fichent de ce qui peut arriver au pays, de ce qui peut nous arriver, nous, ce qui peut arriver au peuple algérien, je le comprends fort bien. Mais qu'ils ne pensent pas à eux-mêmes, à leurs enfants, à leur avenir. Vous avez vu Kadhafi, il avait pris des dizaines de milliards de dollars. Pourtant, vous avez vu comment a fini sa famille lui-même. Aujourd'hui, Ben Ali est dans une prison dorée en Arabie Saoudite. Et je passe sur les autres. Et eux, est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'aller vers le mur eux-mêmes, pour leur vie, pour leurs enfants, que c'est un suicide, que cette option du 5e mandat, à partir du moment où même, si les Algériens ne disent rien, ça coince désormais au niveau même du régime et même au sein de l'armée. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte, ces gens? Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, peut-être qu'ils sont suffisamment rassurés parce qu'ils se sont employés pendant des décennies à l'affaiblissement de la société, à l'affaiblissement de l'élite, à l'affaiblissement de la classe politique. Et au passage, vous avez évoqué tout à l'heure, si Jamal, l'histoire du FLN qui déclare engager la procédure de collecte de signatures.
Oui. Et M. Benouari, que je salue, a parlé de l'histoire des 4 millions. Mais tout ça, si on le met de côté et on va regarder du côté de nous-mêmes, si jamais il y a une bonne partie de la classe politique qui a, à des temps différents, bénéficié de ces matières, bénéficié de ces méthodes. Je ne pense pas que les candidats aux élections présidentielles de 1995 aient réussi à collecter les signatures. L'administration s'en est occupée de la collecte de signatures. Peut-être mis à part l'Hnah, Rabbi Rahmou, je ne sais pas, mais beaucoup de rapports des médias, de différents lieux avaient bien indiqué que l'administration s'était elle-même occupée de la collecte de signatures. 99 également, il y a des candidats qui ont la stature d'homme d'État, mais à l'épreuve du terrain, beaucoup n'avaient pas réussi. Il a fallu faire appel à des solidarités les uns avec les autres. Les militants du FFS avaient ramassé des signatures pour Jabla, les militants de Jabla avaient ramassé pour Hamrouch, les militants de Hamrouch avaient ramassé pour les uns et les autres. Et il y a eu une espèce de solidarité, mais dans le fond, c'est qu'aucun des candidats n'a réussi à collecter des signatures. Et je pense sur ces candidats lièvres auxquels l'administration ramasse cycliquement les signatures. Si nous devons procéder à une évaluation sérieuse, si un jour une classe politique, une génération de militants dans ce pays puisse exiger que l'on rende public l'archive du DRS, l'archive du Conseil constitutionnel, l'archive des élections, je vous assure, Yassi Jamal, vous allez vous étonner plus de ce qui est dans ces archives que de ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. Restez avec nous, Karim Tabou. Je vais faire un dernier tour de micro, 1 minute pour chaque invité. Ali Benouari, le mot de la fin, en 1 minute, s'il vous plaît. Je réagis sur ce que vient de dire Karim Tabou. Ce trucage à très très grande échelle qui implique l'administration centrale et les administrations régionales, les mairies, etc., c'est effectivement quelque chose qui nous interpelle. Merci. Merci Ali Benouari. Zoubida Assoul, en 1 minute, s'il vous plaît, le mot de la fin. Oui, si je m'aide. Pouvoir, au moins pendant les 20 dernières années, a tué le rêve des Algériens, de la jeunesse, de la compétence. Et aujourd'hui, le désastre est là. Moi, je dis qu'au peuple algérien, il ne faut pas désespérer, il faut travailler, il ne faut pas leur laisser la place vide. Il ne faudrait pas qu'on les laisse faire encore une autre forfaiture aux Algériens et en Algérie. Merci Zoubida Assoul. Karim Tabou, en 1 minute, le mot de la fin. Je pense qu'une grande partie de l'opinion doit avoir de la lucidité et ne pas se laisser entraîner dans ces logiques par lesquelles on veut faire croire à l'Algérien que les seules solutions pouvaient venir que du haut. Il est temps que la classe politique se mette à travailler pour faire émerger de cette société des idées nouvelles, un personnel nouveau, des leaders nouveaux, des acteurs nouveaux pour aller négocier l'avenir dans de meilleures conditions. Merci Karim Tabou, merci Zoubida Assoul, merci Ali Benouari. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis, mais restez avec nous. Nous allons vous faire voir 2 personnages du régime, M. Roul Rani An Tarif et M. Tliba. Vous allez les écouter. Et sur ce, moi je vous dis بقاو على خير بسلامة. احنا حابين رئاسيات فعلا تكون عرس، والعرس فيه تنوع الطبوع. مفهوم؟ احنا حابين، قلنا احنا حابين نصنعوا جو ديمقراطي مرح، وحابين رئاسية تكون عرس. والعرس بطبيعة الحال فيه عدة طبوع، واحد يغني، واحد يشطح، واحد يزمر، واحد يضرب القيطارة، واحد يضرب العود، وهي رايحة. مرحبا، كل واحد حاب يساهم في العرس وباش فعلا يعطينا نكهة تاع عرس، مرحبا به. حتى بعض الكلام الهزلي لبعض المرشحين يعتبر كفقاعات الصابون.
الغديري كان عنده خطاب شعبوي أكثر منه عنده برنامج، أو كان الناس تسير فيه، لأنه هو إطار في الجيش الوطني الشعبي. عمره ما كان قائد، عمره ما كان لحق حتى رتبة الإلواء، لكنه ما قدرش يحكم، حتى ما حكمش، مش ما قدرش يحكم لا فرقة، لا شاف سيكسيون، لا كان شاف بطايون، لا كان كيفاش حيقدر يحكم أمة كما بحجم الجزائر. هذه حملة إعلامية فقط حاب يديرها الاستهلاك، ما عندهاش بعد سياسي. حنا نقولوا له لم 60,000 توقيع الساعة عبر 25 ولاية، وبعدها إن شاء الله نتحدث. لا، ما كان حتى صراع، الباب مفتوح للجميع، والدليل أنه 130 واحد مترشح اليوم في الساحة السياسية.